Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sandrine Raffin et je suis la présidente, la fondatrice de la Link Up Factory. Et on organise tous les jeudis matins et j'ai vu que certains sont fidèles, étaient déjà là à des visioconférences précédentes, ce qu'on appelle les rendez-vous inspiration RSE, parce qu'il nous semble qu'il y a beaucoup de sujets très inspirants dans la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, dans le développement durable, dans ces sujets sociétaux qui peuvent être inspirants en cette période de confinement où on a aussi sans doute envie, nous-mêmes on suit aussi des conférences, envie de partager. Voilà, à titre d'introduction, et c'était un peu la façon dont on a rédigé cette invitation. On a parlé de le Covid. On va être rejointe par Joëlle Mastelli qui nous vient de Suisse et je discutais hier avec elle et elle m'expliquait qu'en Suisse, eh bien, les gens sont confinés de façon très volontaire, assez autodisciplinée. C'est même pas un sujet en fait, et il n'y a pas d'amende ni de policiers pour amener les gens à être confinés. Et donc, ce sera peut-être intéressant d'en parler en fin de débat. Patricia Gurviès, qui est professeure de marketing et de marketing social à GroParisTech, a publié un article que je vous recommande dans The Conversation la semaine dernière pour traiter de ce sujet. Et en fait, la question, c'est de savoir, dans la continuité du confinement et notamment post-11 mai, puisqu'on nous a annoncé qu'un Français sur quatre serait amené à rester chez lui, comment motiver les gens à rester chez eux. Ça ne va pas être le thème de la conférence, hein, mais c'est juste poser la question, est-ce que finalement, il faut toujours de la répression, du suivi et surtout des amendes extrêmement fortes et de plus en plus fortes, comme c'est le cas dans certains pays, encore plus fortes qu'en France, ou bien est-ce qu'on peut travailler sur d'autres chemins moins infantilisants, amenant peut-être un peu moins le français est reconnu pour avoir envie de défier le pouvoir et les règles. Peut-on justement amener à changer les comportements ou à motiver ces changements de comportement par d'autres biais, par exemple la protection de ses proches, par exemple des communications qui amèneraient à pas seulement faire de la pédagogie, mais trouver des éléments de motivation auprès des différents groupes de cibles, puisque quand on parle de confinement, ce n'est pas la même chose d'être confiné comme nous avons la chance d'être confinés, je dis nous, puisque je suis avec Philippe Raffin, qui va intervenir également et qui est aussi mon mari, dans une maison en région parisienne. Et d'autres sont pas très loin de chez nous, on habite à Colombes, dans un immeuble. Et dans des barres d'immeubles, dans des petits appartements. Ils sont nombreux, c'est bruyant. Il y a la difficulté donc de sortir. Il y a un couvre-feu par ailleurs à Colombes, sans doute pour ces raisons. Donc, arriver à se confiner et trouver des motivations de confinement, pardon, c'est extrêmement différent en fonction du lieu où l'on vit. Voilà, donc on va pas trop parler de confinement, on va parler d'autres exemples et j'espère que ça va fonctionner. Hop, ça c'était l'introduction et donc ça c'était moi et on va parler et illustrer quelques éléments du processus d'intervention du marketing social. Hein. Le marketing social, c'est cette science qui existe, qui a à peu près un peu plus d'une cinquantaine d'années et qui amène à penser marketing pour vendre un comportement. Hein. J'emploie ce terme plutôt que on ne vend pas un produit, parce que le marketing, quand on parle de marketing, on a toujours en tête l'idée de vendre un produit. Et parfois, quand on a une perception assez négative du marketing, c'est éventuellement vendre un produit dont les gens n'ont pas besoin. Là, on est vraiment dans l'idée de vendre un comportement, trouver les éléments qui vont permettre de comprendre comment motiver le changement de comportement pour un bénéfice social et sociétal, donc pour le bien de la société, pour le bien des citoyens de manière générale. Donc c'est ça le marketing social. Et le nudge, c'est trouver justement dans ces dispositifs de marketing social des moyens de littéralement, c'est donner un coup de coude. On pourrait aussi le traduire comme donner un coup de pouce, d'amener les gens en ayant une intervention dans le cadre de leur parcours de vie, en laissant en même temps la liberté de choix, mais amener les gens à éventuellement être à changer
leur parcours, leurs habitudes, parce qu'on va les nudger, il va se passer quelque chose, un incident dans leur environnement, vous allez voir, on va illustrer tout ça, qui va les amener à modifier leur comportement. Donc, très rapidement, puisqu'on va détailler certaines de ces étapes, mais le marketing social, c'est extrêmement structuré, ça suit 6 grandes étapes, depuis l'étude préalable des comportements, les stratégies de co-création qu'on va illustrer justement tout de suite après, de co-création de valeur et de bien définir aussi, bien sûr, et j'aurais dû commencer par ça, mais Philippe va l'illustrer dans une minute, quel est le problème à traiter. Ensuite, tester, optimiser. On parlera Living Lab et on a la chance d'avoir Joël Mastelli qui va nous rejoindre pour nous parler de Living Lab. Et puis ensuite, la mise en œuvre, le suivi et un processus d'évaluation extrêmement rigoureux, à la fois pour voir si les démarches fonctionnent, mais également pour les optimiser. Voilà, donc les intervenants ce matin, je vais passer dans une minute la parole à Philippe, qui est donc vice-président de la Link Up Factory et qui travaille aussi sur les sujets du marketing social. Patricia Gurviez, qui est donc enseignante, chercheur à AgroParisTech et qui a également, et j'ai eu la chance d'avoir été sollicitée par Patricia pour coécrire un livre avec elle justement sur le nudge et le marketing social paru chez Duno en octobre dernier. Moi-même, j'illustrerai aussi une partie de cette démarche par un exemple. Et enfin, Joël Mastelli, qui, elle, est professeure à l'Institut de l'énergie et de l'environnement à l'Université des sciences appliquées en Suisse. Et elle est extrêmement active dans les Living Labs. Et vous verrez, elle nous présentera un exemple de ses travaux autour de l'énergie Living Lab qu'elle a mené parmi d'autres sujets en Suisse. Voilà, donc je passe la parole à Philippe sur le thème de la cible. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, on va démarrer cette présentation ce matin par un des fondements d'un programme réussi, à savoir la compréhension fine et profonde du public cible sur lequel on cherche à travailler. Et on va le faire d'une manière pratique en raisonnant autour d'une question de marketing social typique, au hasard, enfin pas tout à fait au hasard, parce qu'en fait je vais vous présenter derrière un cas pratique qui va illustrer le propos, mais comment inciter les femmes à repratiquer une activité physique. Et quand on pense à ce type de problématique de marketing social, l'image que je vous montre maintenant, c'est une image qu'on a tous vue et qui est la définition immédiate, je dirais publicitaire, d'une campagne qui souhaiterait faire la promotion de l'activité physique pour les femmes. On va faire un gros plan média, on va présenter un modèle sublimé de la femme sportive et ça va déclencher un changement de comportement. Et bien évidemment, la réponse est beaucoup plus complexe que ça, parce que la réalité de base sur laquelle on va travailler, elle est ici. Et donc, pour comprendre d'une manière beaucoup plus profonde la complexité de ce qui va permettre dans les représentations des publics cibles qu'on cherche à faire évoluer, ce qui va permettre de faire évoluer ce public cible d'une manière ou d'une autre, on utilise toute une série de méthodologies. Et la première d'entre elles, c'est essayer de comprendre ce qu'on appelle la niche écologique, c'est-à-dire en fait toutes les strates avec lesquelles un individu, nous, construisons des représentations et une norme sociale. Et si on part de l'individu sur le schéma que je vous montre, alors je suis désolé, vous allez me voir petit à petit éventuellement des 1, 2, 3, 4, etc. J'avais prévu des animations, ça marche pas, c'est pas grave, on va avancer comme ça. Alors on part de l'individu, on a des facteurs individuels, vous voyez, l'âge, le sexe, les valeurs, les connaissances et croyances, etc. Puis on commence, pardon, on commence à s'éloigner un petit peu. On parle du micro-environnement, la famille, les amis, le quartier, toutes les relations interpersonnelles qui forgent également des croyances, des représentations et des normes. Et puis, on s'éloigne de plus en plus, mais malgré tout, l'individu est également marqué par des facteurs sociétaux plus larges, politiques, législatifs. Et si on regarde les 3 facteurs que j'ai quasiment au hasard entourés, on voit bien parmi les nombreux que vous avez à l'écran, sécurité du voisinage, facteurs culturels, accessibilité des équipements de loisirs. Vous voyez bien que sur une problématique qui est comment je vais proposer, inviter des femmes qui sont sédentaires à
passer à l'activité physique. Et évidemment, je vais probablement le faire plus vers des publics défavorisés que des publics favorisés qui, eux, sont très à l'écoute, sont très motivés, ont un moteur interne beaucoup plus important, ça on le sait. Eh bien, on voit bien que, par exemple, ces trois facteurs-là sont extrêmement importants à étudier. Alors, ce travail d'étude du public cible sur l'ensemble des paramètres qui composent ces représentations, on le fait avec l'idée que petit à petit, en avançant, on va dégager une compréhension plus fine des attentes, des évolutions de ces publics cibles et identifier des leviers qui pourraient être activables pour le changement. Et on va utiliser pour ça l'ensemble des sources disponibles, des scientifiques évidemment, des sources non scientifiques aussi, des articles de presse, des articles de la grande presse. On va consulter des experts, on va évidemment regarder ce que la bibliographie d'opérations similaires dans d'autres pays a pu nous donner comme retour d'expérience. Et puis, on va aussi, et tout autant, parler avec les publics cibles eux-mêmes. Alors, parler en groupe, parler d'une manière individuelle, voire parler, échanger avec des gens qui sont autour du public cible. Et dans le cas de l'activité physique des femmes, ce serait intéressant d'interroger les maris pour savoir ce qu'ils ont à nous dire et quels indices éventuellement ils peuvent nous donner dans ces interviews. Le tout va nous donner un insight. Et un insight, c'est ici une compréhension profonde de pourquoi le public cible agit de la manière dont il agit actuellement et qui nous donne des indices qui pourraient nous permettre d'identifier des leviers pour faire évoluer ce public. Alors, je vous le disais, le cas pratique, il est là. L'ARS Hauts-de-France nous a demandé en 2017 de travailler sur cette très très belle problématique de l'activité physique des femmes dans une région qui globalement allait déterminants de santé les plus difficiles en France métropolitaine. Et donc, sur les 6 millions d'habitants des Hauts-de-France, il y a 3 millions de femmes. Alors, en réalité, ce n'est pas 3 millions de femmes qu'on va chercher à toucher avec une campagne qui n'a pas les moyens puissants d'une campagne nationale qui durerait plusieurs années. Et je crois que c'est Patricia derrière qui va y revenir. On cherche à identifier des publics cibles qui sont déjà dans une préparation au changement de comportement. Donc, on ne va pas aller réveiller d'un déni complet du fait qu'il faut faire de l'activité physique, mais je ne m'étends pas là-dessus. Vous verrez le modèle sur lequel on travaille qui est assez intéressant plus tard. Sachez simplement à ce stade-là qu'on cherche à faire bouger des femmes qui ont déjà une certaine motivation, mais qui n'arrivent pas à passer à l'acte. Ce schéma nous donne, il y a beaucoup d'éléments sur l'activité physique des femmes. Là, vous voyez que ce schéma nous donne immédiatement, et je l'ai tiré d'une présentation d'Attitude Prévention de l'Association des assureurs Attitude Prévention qui a été présentée, je crois, il y a 1 an. Vous voyez que dès le collège, les filles décrochent par rapport aux garçons en matière d'activité physique et il faut attendre la quarantaine pour qu'il y ait une reprise ou un léger dépassement des hommes. Mais vous voyez que de toute façon, ça se fait à un niveau qui, globalement, pas acceptable. Alors, comment, par rapport à ce public cible, on peut, qu'est-ce qu'on peut analyser qui va nous permettre d'avancer? Alors, très rapidement, pour ne pas faire une présentation trop longue, mais quand même des éléments que vous compreniez sur la problématique de la sédentarité des femmes. L'analyse fait ressortir qu'on a des femmes qui sont majoritairement plus sédentaires que les hommes, qu'il y a d'énormes freins individuels qui sont liés aux perceptions, c'est-à-dire fondamentalement le sentiment que soit elles n'ont pas le temps, soit elles ne sont pas du genre sportif, soit que les filles, de toute façon, c'est normal, ou les femmes, ou les jeunes femmes, qu'elles fassent moins d'activité physique que les hommes. Puis des réalités sociales aussi qui sont extrêmement présentes. D'abord, des emplois qui sont majoritairement des emplois où la station debout et l'arrêt pendant toute la journée, et que du coup, on a le sentiment d'être physiquement active.
Euh, la répartition des tâches domestiques, vous voyez les chiffres, 3h52 d'un côté, 2h24 de l'autre, et c'est sans commentaire. Et puis, du coup, le temps consacré au loisir qui est extrêmement pénalisé chez les femmes par rapport aux hommes. Alors, on sait qu'en fait, il y a 3 déterminants qui influent l'intention d'un individu pour pratiquer une activité physique. Alors, la norme sociale. On a vu comment elle se construisait avec la niche écologique et on sait que c'est le levier le plus difficile à activer dans une période courte avec des moyens qui sont limités. En revanche, l'attitude, est-ce que c'est bénéfique pour moi et le sentiment de pouvoir y arriver ou pas, c'est-à-dire donc est-ce que c'est facile, est-ce que je peux le faire, ce sont 2 leviers sur lesquels, pour le coup, on a cherché à travailler. Avec un insight, vous vous souvenez, l'insight, je vous en parlais il y a quelques minutes, qui consiste à essayer de faire penser, même à un niveau inconscient d'ailleurs, un individu moyen du public cible. Voilà comment on peut le traduire. J'aimerais bien faire de l'activité physique, mais je ne sais pas, je sais que je ne tiendrai pas dans la durée, que ça demande une organisation au-dessus de mes capacités, que je n'ai pas le temps, que ça coûte cher, c'est trop loin, je ne sais pas quoi faire, ça demande trop d'organisation, je n'aime pas le sport, le regard de mes proches est compliqué, c'est contre ma culture communautaire, un élément évidemment très très important à prendre en compte. Pourtant, eh bien pourtant, qu'est-ce que je m'amusais quand j'étais gamine avec les copines. Donc on voit dans cette présentation de l'insight reconstitué une tension, c'est-à-dire qu'en fait j'ai quand même une envie de le faire, elle est là cette envie-là, mais j'ai énormément de facteurs qui cherchent à me convaincre qu'en fait c'est même pas la peine de chercher à commencer, je vais pas y arriver. Alors, euh, lorsqu'on a donc factorisé tout ça pour déterminer des partis pris, on s'arrêtait sur les 3 partis pris suivants pour monter la campagne Bouge avec moi. La mise en avant du tandem ou du duo comme modalité de passage à l'acte. On s'est rendu compte que, en effet, le fameux avec les copines que je mettais dans l'INSAT précédent, eh bien, c'est un facilitateur parce que c'est plus facile d'y aller à plusieurs et en particulier à 2. Et les 2, ça peut être 2 copines, ça peut être 2 collègues, ça peut être la mère, la fille, 2 sœurs, etc. Deuxième élément, jouer sur 3 tableaux, pas uniquement sur l'activité sportive, mais d'abord l'activité physique libre, c'est-à-dire aller faire du jogging, une marche rapide avec une copine, l'activité physique anti-sédentaire, c'est-à-dire ce qui est reconnu par les pouvoirs publics depuis maintenant plusieurs années, le simple fait par exemple, descendre à une station de bus un arrêt avant et terminer à pied pour aller au travail, se lever plus souvent quand on est assis en permanence, des gestes d'antisédentarité qui sont déjà en soi les premiers pas de ce qui donne le titre de ce programme Bouge avec moi. Donc, vous avez avec moi dans le tandem, vous avez Bouge dans les 3 modalités. Alors, évidemment, la 3e modalité, c'est l'activité physique en club. Et puis le 3e élément, c'est la valorisation des petits pas. Parce qu'on sait, et on y reviendra j'imagine, que en marketing social, le sentiment d'auto-efficacité, qui est quelque chose d'extrêmement important, il se crée aussi par le fait de pouvoir observer que pas à pas, on arrive d'une manière incrémentale et avec un effet cliqué à avancer et que ça, c'est ce qui alimente le carburant de la confiance pour continuer. Et alors, avant de vous montrer concrètement ce que ça donne à travers un film qui factorise l'ensemble des éléments que je viens de vous montrer, un point pour vous expliquer un élément de méthodologie typique du marketing social et qui est important à avoir en tête ici, c'est ce qu'on appelle les 5 P, qui est en fait un emprunt des P des 4 ou des 5 P du marketing traditionnel, et dans lequel on va détourner ce modèle au profit de ce qu'on cherche à faire ici. Alors le produit qu'on cherche à vendre, comme le disait Sandrine, c'est donc un comportement, et ce comportement-là, dans ce cas-là, on va l'orienter comme la photo le suggère, et elle est tirée du film que je vais vous montrer dans un instant, c'est l'éclate, le fun, c'est en fait quelque chose qui n'est pas fait de l'activité physique, mais éclatez-vous.
Le prix à payer, c'est que ça va demander un effort, ça va demander parfois des moments de découragement qu'il va falloir dépasser. Là aussi, cette photo est extraite du film que je vais vous montrer dans un instant. La place, ou place, c'est comment j'offre des modalités de pratique de l'activité physique sur des lieux de vie concrets dans lesquels évolue mon public cible. La promotion, c'est la promotion, c'est la publicité, c'est la communication. Et puis le partenariat, c'est est-ce que des partenaires ou des relais ou des ambassadeurs ou un réseau en tout cas de terrain va pouvoir se faire le relais de ma campagne pour faciliter encore plus sa mise en œuvre. Alors, je vous montre maintenant tout ça résumé dans un film. Il y a évidemment énormément d'éléments, mais je vais passer dessus. Je vous lance ce film et puis on le commentera dans un instant, en espérant qu'il marche. Oui. Everybody's looking forward to what comes up next. I'm here to change the game with style and finesse. Something fresh for the world like my chest. In my kingdom, they all show me respect. So deep down, feeling blessed with no regrets. Lord knows I got hits that definitely connect. Oui. Donc voilà, donc vous voyez, je pense, dans ce film, tout un tas d'éléments dont je vous parlais précédemment que l'on retrouve à chaque coin de chaque minute de ce film d'une minute 30. Très rapidement, la campagne, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste pour vous donner une idée. La campagne a été lancée en juin 2017 avec donc, au-delà de ce film, un site internet qui offrait des modalités d'entrée en activité physique que vous voyez ici, qui correspondent à ce que je vous disais. Une part très très importante faite aux échanges sociaux, un espace privé qui permet de se monitorer, de se suivre tout seul ou à deux, etc. Voilà, bien, je repasse la parole maintenant à Sandrine. Donc après cette première incursion dans le marketing social et l'approche de la cible, eh bien, on va avoir un éclairage des théories. Patricia disait, Philippe, arrête de spoiler ma partie, mais Patricia, je pense que tu vas nous permettre d'enrichir la compréhension de cette norme comportementale. Donc, je te passe la parole et j'avance les slides en t'écoutant. Je te remercie. D'abord, bonjour à tous et à toutes, et spécialement bonjour aux copines et collègues que j'ai vu arriver. Voilà. Bon, je vais essayer d'arriver à en placer des choses nouvelles parce que Philippe a déjà tout dit. L'idée, mais c'est normal que nos parties se recoupent parce que en fait, on parle tous les deux de la même chose, c'est-à-dire, je mets le minuteur parce que sinon je suis très très bavarde. Voilà, comme ça j'aurai un peu une surveillance. L'idée, c'est que on puisse s'appuyer à la fois sur tout ce qu'on gagne comme insight, tu l'as dit, par les études, et notamment les études terrain, mais aussi en faisant un recours aux théories. Parce qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que le marketing social ou une intervention de marketing social était d'autant plus efficace qu'elle s'appuyait sur une théorie solide et qu'elle n'était pas uniquement construite en fonction du contexte.
Donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais dire. Sandrine, si tu peux tourner. Alors la première, donc rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous faire une énumération de toutes les théories sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que ça prendrait un petit peu de temps, mais j'ai essayé d'en sélectionner quelques-unes qui sont vraiment importantes et qui sont sans doute celles qu'on va utiliser le plus souvent. Et la première, c'est les étapes du changement comportemental. Alors mes collègues académiques la connaissent sous le terme de approche transthéorique. Je trouve qu'étape du changement comportemental, c'est plus clair. Et elle a été développée pour des interventions thérapeutiques sur des comportements addictifs. Donc le tabac, l'alcool, elle a été beaucoup étudiée sur le tabac. Je crois que vous voyez là, j'espère que vous pouvez lire le modèle qui a été développé en France. Et qu'est-ce que dit cette théorie? Ben, c'est qu'il va falloir cibler. Parce que, par exemple, pour ce qui est, prenons l'exemple du tabac, puisqu'il est sur l'écran, si vous dites à quelqu'un, un fumeur qui n'a jamais pensé à arrêter de fumer, tu sais, pour la santé, ce serait mieux que tu arrêtes de fumer. Aucune chance que ça marche. En revanche, si vous arrivez à le toucher au moment où il est à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de l'intention, où il a commencé à se dire « Ah, bah, finalement, ça serait mieux de penser à arrêter de fumer. Ma copine Claire, je suis en train de parler de toi, hein, parce que ça fait des années qu'elle voudrait arrêter de fumer. Donc, quand on en est à cette intention, là, il y a moyen de le prendre par la main et d'arriver à le convaincre qu'il va falloir s'engager dans l'action et donc changer de comportement. Donc, il faut choisir la cible, le bon moment, puisque c'est pas toujours le moment de parler. Parfois, on n'est pas audible, donc on va dépenser de l'énergie, de l'argent dans des campagnes qui vont ne servir à rien parce qu'elles sont trop génériques. Il vaut mieux cibler dans des actions précises. Accepter d'avoir une approche par petits pas, puisque on sait que le fumeur, parfois, il va retomber et que c'est normal et qu'il faut se relever et qu'il faut recommencer. Et avec le bon levier, et ça, c'est toute la difficulté du marketing social, et c'est là où les insights sont intéressants, arriver à trouver le déclic qui fera que la personne elle-même aura envie de s'engager. Voilà, c'est bon, Sandrine. La suite. Eh ben voilà. Deuxième grande série, enfin grande famille de théories qui vont nous aider, ce sont toutes les théories qui cherchent la motivation, puisque en fait c'est un élément important, c'est la motivation à s'engager dans le changement de comportement, et bien qui appuie, qui trouve la relation aux autres comme source de motivation. Je vous ai mis ces gentils petits moutons. D'ailleurs, merci Marie-Laure qui nous écoute. Je crois que c'est elle qui, il y a très longtemps, m'avait donné cette photo. Une de nos motivations à agir, c'est de faire comme les autres. Et ça a été notamment montré dès les expériences de H, il manque un C, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai pris une référence de 95, mais ça date des années 50, qui avait montré par ses expériences qu'on a envie de faire comme tout le monde. Je regarde, non, mais pas. Comment il l'a démontré? Il prend des participants, il les met dans une salle, il leur montre un trait à gauche et une série de 3 traits à droite, et il leur demande quel est le trait de droite qui a la même longueur que le trait de gauche. Et il y en a un qui est évident, sauf que ce que le participant ne sait pas, c'est que dans la même salle, il prend les autres pour des participants, mais ce sont des comparses, et les autres vont donner comme bonne réponse une réponse fausse. Et la plupart des participants vont finalement choisir de rester dans ce qu'ils pensent être la norme sociale, vont douter de leur sens et vont adopter la position des autres. Donc, donner comme réponse, eux aussi, une réponse fausse. Et cette expérience est un peu enfin,
ça a servi d'origine à tous ces travaux sur la norme sociale, c'est-à-dire en fait l'importance de ce que les autres font et surtout on intériorise des normes à partir des relations qu'on a avec notre entourage, avec nos pairs. Et souvent, en plus, ces normes sont fausses. Par exemple, on le verra suite après, on pense, quand on est jeune, on pense que la norme, le week-end, c'est vraiment de rouler sous la table tellement on a bu. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'est la perception qu'on a. Et donc, tu vas trop vite. Et donc, on va rester. Ah, je pense que ça, c'était un nudge de Sandrine qui me disait que j'étais trop lente. Bon, j'ai compris. Donc voilà, le biais cognitif. Effectivement, en plus, les normes sociales ont été beaucoup utilisées par les nudges pour essayer de changer la perception de la norme sociale et donc de changer le comportement. Voilà, on peut y aller. Donc, deuxième grande théorie qui repose sur l'idée que la relation aux autres est une source de motivation. C'est une théorie, c'est la théorie socio-cognitive de l'apprentissage social d'un psychologue qui s'appelle Bandura, qui est vraiment un des grands ponts de la psychologie, dont le modèle est utilisé aussi bien en marketing social, en psychologie, en psychosocial. Et donc l'idée, elle est toute bête, c'est de dire que, ma foi, on apprend par mimétisme et que c'est souvent les relations dynamiques entre les individus qui vont nous aider à adopter un comportement nouveau. Je vois qu'il y a... Ah, la question de l'insight, oui. Et oui, la question de l'insight, eh bien, en fait, on appelle un insight souvent une vérité consommateur. Voilà, on fait un résumé en disant c'est la vérité consommateur, c'est-à-dire c'est la manière dont le consommateur exprime une tension qu'il éprouve. Et Philippe l'a bien dit, un insight, c'est ouais, ça serait bien de faire du sport, mais j'ai pas, je sais pas, j'ai pas le niveau. Par exemple, euh, pour ce qui est de l'alimentation, on va dire, ben oui, je sais bien il faut manger des fruits et légumes, mais c'est compliqué. Ben voilà un insight. Et après, on va essayer de trouver pourquoi c'est compliqué et comment on peut apporter une solution pour que ce soit moins compliqué. C'est vraiment ça. J'espère que j'ai répondu. Sinon, il faut me renvoyer encore un petit truc. Donc, les relations individuelles, les relations interindividuelles vont permettre d'adopter un comportement nouveau, et ça tout au long de l'évolution de notre vie. Il y a des interactions entre qui on est, donc nos facteurs personnels, notre comportement et l'environnement. Et tout ça, en fait, on construit notre environnement qui nous construit à son tour. On peut peut-être passer la suivante. Alors, il y a vraiment quelque chose de très utile dans la théorie socio-cognitive de l'apprentissage social. C'est un concept qui s'appelle le sentiment d'auto-efficacité. Là, Philippe, on a aussi parlé un petit peu tout à l'heure. C'est que finalement, si on arrive à augmenter le sentiment d'auto-efficacité de la cible, eh bien, son engagement, ça va faciliter son engagement dans un changement de comportement et ça va le rendre plus pérenne. Est-ce qu'il y a un mois, vous vous sentiez capable de rester un mois sans sortir autrement que moins d'1 heure par jour pour faire du sport et pour aller faire quelques courses de première nécessité? Vous auriez probablement dit ah non, je ne pourrais pas, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir des gens, etc. Grosso modo, on y est arrivé. Et heureusement, ça a dû augmenter notre sentiment d'auto-efficacité. On va pouvoir repartir encore pour un mois, même si ça commence à peser. Donc, ce sentiment d'auto-efficacité, on le construit à partir de nos expériences personnelles, de nos succès, de nos échecs. Est-ce qu'on y est arrivé à faire une petite victoire? Ça fait du bien, on se sent plus efficace. Évidemment, on va observer celle des autres. C'est toujours la même idée que c'est la relation aux autres qui est une source de motivation. Et puis, l'environnement va jouer. Et les états affectifs et somatiques, c'est sûr qu'en situation de stress, d'angoisse, on se sent moins efficace. N'empêche que si on arrive à augmenter ce sentiment d'auto-efficacité, on a déjà une bonne base pour à obtenir des changements de comportement durables. Voilà. Ah ouais. Alors, je vais prendre le cas maintenant.
C'est un cas déjà un peu ancien puisqu'il démarre en 2004, enfin en 2005 plutôt. Et il est à propos de la lutte contre l'alcool au volant. En 2004, on avait des campagnes anxiogènes du type La vie après l'accident, y pense-t-on vraiment? Et je ne vous ai pas mis le film, mais le film, c'est un jeune motard qui se retrouve à Garches, lourdement handicapé, et qui explique qu'il n'avait jamais pensé aux conséquences du fait qu'il roulait trop vite et qu'il roulait alcoolisé, etc. Bon, est-ce que ça a fait bouger les gens? On sait que la peur, on a cru que ça faisait bouger les gens, mais pour des tas de raisons psychologiques, ça ne fait pas tant bouger que ça, sauf si on propose une solution. Mais si on se contente de faire peur, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Et puis, il y avait une campagne dont tout le monde se souvient, je pense, un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts. Alors ça, c'est typique d'une campagne de notoriété, c'est-à-dire que tout le monde le sait qu'un verre ça va, trois jours bonjour les dégâts. Est-ce que ça a changé les comportements? On en doute. Et donc, en 2004, la prévention routière a constaté une augmentation du nombre de tués sur la route chez les jeunes, que les accidents de la route étaient la première source de mortalité chez les jeunes et qu'il y avait une implication très importante de l'alcool au volant dans les accidents du week-end. Alors, est-ce qu'il fallait continuer à faire la même chose? On a proposé, à ce moment-là, il a été proposé une campagne qui a permis de changer les choses. Sandrine, c'est à toi. Bravo. Donc, le changement de cap, bien, vous la connaissez toutes, je pense. C'est la campagne SAM, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et donc, l'idée, ça a été radicalement différente. Ça a été de proposer une solution, une approche pas à pas, donc des petits pas, et pour que on n'arrive pas à obtenir que les jeunes ne boivent pas le week-end, parce qu'on va le voir, c'est compliqué compte tenu des insights recueillis, mais en revanche, on essayait d'obtenir que les jeunes, qui en aient au moins, qui trouvent d'eux-mêmes une solution pour ne pas se tuer au volant une fois que le conducteur était fin sous. Alors, c'est qui Sam? Sam, c'est le mec roux, blond, blanc, black, beurre, grand, gros, mince, fun, et même parfois c'est une fille, et en fait souvent c'est une fille d'ailleurs, puisque là encore on verra que parmi les filles, il y avait peut-être plus souvent ce stade d'intention qui était atteint et qu'il fallait concrétiser en apportant une solution. Alors Sam, c'est aussi sans accident mortel, puisque l'acronyme signifie toujours d'ailleurs sans accident mortel, mais je crois que la force de cette campagne, ça a été de transformer cet acronyme en prénom, et c'est un prénom neutre, c'est-à-dire que Sam, ça peut évoquer aussi bien Samuel que Samantha, mais c'est une personne. Et c'est quelqu'un de fiable, parce que vous pouvez vous éclater au Chippy Club, vous savez qu'il y en a un qui va s'éclater aussi, mais sans alcool, et qui vous ramènera vivante à la maison. Et surtout, il est fun. Alors, pourquoi il est fun? Parce que la grande crainte, c'était de se dire, celui qui ne boit pas, c'est le loser, c'est le type pas drôle, donc c'est celui qu'on n'a pas tellement envie de fréquenter. Donc, il fallait valoriser le Sam. La suite. Donc tout ça, comment ça a été construit? Eh bien par les insights. Donc je pense que maintenant on a réussi, on a entendu le fait que insight c'est tellement dans notre jargon, mais que c'est pas si évident que ça. Donc il y a eu des campagnes qui ont des études qui ont montré que les jeunes n'ont pas une vision négative de l'alcool. Au contraire, c'est un mode de relation aux autres parce que on partage des expériences. Ah, tu te souviens quand on a bu après le bac, quand on a fêté la fin du lycée, qu'est-ce qu'on s'est éclaté et tout. Ah bah ouais, toi, t'as vomi partout. Enfin, on a tous raconté ça. Bon, en tout cas, on l'a entendu. Et puis c'est aussi une construction identitaire, hein, justement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Sandrine, c'est normal qu'il n'y ait plus les diapos? Non, c'est pas normal. J'ai essayé de faire entrer des invités qui étaient arrivés plus tard, mais voilà, j'espère que ça refonctionne. Ça refonctionne. Désolée. Et tu as bien fait de faire entrer des invités. Donc,
très clairement, les jeunes n'ont pas une vision négative de l'alcool. La connaissance du danger ne les arrête pas. Ça, c'est vraiment une caractéristique d'ailleurs des jeunes. Hein. C'est que la mort, c'est quelque chose de tout à fait abstrait et lointain. Et qu'il y a d'autres dangers beaucoup plus proches. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre les transports en commun parce que je ne pourrais pas rentrer chez moi. Bon, ce n'est pas un danger, mais enfin, c'est quand même un problème. Donc, il vaut mieux que je prenne la voiture. Tant pis si je la conduis alors que je suis alcoolisée. J'ai pris la voiture de mes parents. Je peux pas la laisser conduire à quelqu'un d'autre. Donc, tant pis si je suis alcoolisée. Vous voyez, ce genre de choses qui faisaient que, bon, même s'ils avaient été conscients du fait qu'ils n'étaient pas en état, ils l'auraient pris quand même. Seulement, ce qu'on a constaté, c'est que certains, et souvent certaines, étaient prêtes à refuser de boire en soirée, en tout cas de boire jusqu'à rouler sous la table, mais il y avait cette crainte, ce frein à se sentir. Voilà, là on avait trouvé un levier. On peut passer au suivant. Donc, Sam, je reboucle, hein. Sam est fier de lui, il est fiable, il est souvent volontaire. Hein, souvent, on le choisit avant, mais c'est lui qui va dire moi je veux bien. Donc, on a vraiment travaillé sur le sentiment d'auto-efficacité. Être Sam, c'est valorisant parce que c'est quelqu'un sur qui on compte. Donc là, on a vraiment essayé de changer les normes sociales. La norme sociale, c'est pas que tout le monde roule sous la table, c'est qu'il y en ait un qui est un bon copain, qui est fiable et qui est fier de lui et dont on est fier. C'est celui qui ne boit pas. Et d'ailleurs, on voit bien que les jeunes aujourd'hui, quand ils sortent, souvent, il y en a un c'est évident qu'il y a un Sam. Il est prêt à passer à l'acte et à s'engager. Donc là, il y avait cette idée on a pris quelqu'un qui en était au bon moment par rapport au modèle. Voilà. Et alors là, si le film, j'adore ce film, je le trouve très beau. Est-ce qu'il va marcher? Ah, il n'y a pas la musique, c'est la musique que j'aime. Pourquoi on n'a pas la musique? Ah, pardon, c'est parce que j'avais coupé mon micro. Je recommence, Patricia. À toi, qui es là quand on a besoin de toi. À toi qui a été choisi. À toi qui t'engage. À toi qui protège. À toi qui pense d'abord aux autres. À toi qui les guide dans la nuit. À toi qui t'es porté volontaire. À toi qui leur dévoue ta soirée. À toi qui n'es pas prêt de l'oublier. À toi qui veille jusqu'à l'aube. À toi qui sauve. À toi qui le fais pour la première fois. Et toi qui le fais pour la 100e. À toi qui tiens ta promesse. Et qu'on ne remerciera jamais assez. Respect, Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Merci Sandrine. Voilà, alors très vite, parce que je me rends compte que j'ai été trop bavarde, les facteurs clés, donc travailler en profondeur sur la norme sociale, vraiment pour changer la perception de celui qui ne boit pas au sein du groupe, partir de tout ce qu'on savait sur les motivations internes de notre cible, offrir une solution concrète, utiliser une approche par petits pas, co-construire la méthode, j'en ai pas trop parlé, mais il y a l'idée que cette méthode a été construite avec des mutuelles d'étudiantes, avec même des professionnels de la nuit, donner un nom à la campagne, et puis recourir à des approches multiples, parce que la campagne n'a pas suffi, il a fallu aussi toutes les méthodes, y compris les répressions. Merci Patricia. Donc Brigitte Rochereau a posé une question en disant mais cette campagne, elle ne peut marcher, si je comprends bien la question, elle ne peut marcher que parce que on est aussi conscient du danger de la conduite au volant. C'est sans doute aussi pour ça qu'il y a un SAM qui décide de s'autonomer. Donc voilà la question qui était posée par Brigitte, Patricia. Si tu veux apporter un commentaire à ça avant qu'on continue. Mon micro était…
Je pense que c'est pas enfin, la question de connaissance, elle est là. Je crois que beaucoup de jeunes savent bien qu'il y a que l'alcool, c'est dangereux au volant. Après, nous, cette campagne, je pense, elle travaille sur le passage de la connaissance au comportement. Parce que c'est ça. Souvent, on sait les choses, mais il faut donner un petit coup de pouce pour aider à changer de comportement. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole plus longtemps. Ouais, merci. Et ce qui, dans le livre qu'on a coécrit avec Patricia, on a interviewé Jean-Pascal Assailly, qui est vraiment une des chevilles ouvrières de cette campagne depuis des années. Et donc, il explique qu'en effet, il y a une campagne qui a inspiré Sam qui a été développée au Vietnam. Et en réalité, il y a vraiment à la fois de trouver des solutions et d'être aussi, non pas dans la peur de la mort, hein, on voit bien sur le tabac que ça ne fonctionne pas chez les jeunes, hein, il y a 26% de fumeurs en France au global, et ils sont très nombreux chez les jeunes à entrer dans le tabac parce que la peur, les poumons décomposés, on est en train de travailler sur une campagne en ce moment à la Link Up Factory avec à nouveau les Hauts-de-France sur les jeunes en réinsertion et sur l'arrêt du tabac. Eh bien, les images qui sont sur les paquets, et d'ailleurs, ils n'achètent pas des paquets, ils achètent des boîtes en plastique énormes avec 100 ou 500 cigarettes à petit prix. Donc, ils se retrouvent finalement assez peu touchés, surtout dans les Hauts-de-France, on peut aller en Belgique, par l'augmentation du prix du tabac, et les images atroces les font rigoler. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est la combinaison des facteurs. En tout cas, pour Sam, c'est ce que dit Jean-Pascal Assailly. En effet, on sait qu'il y a un danger, mais que derrière, une solution acceptable dans la norme sociale a été proposée donc à ces jeunes. Voilà, alors moi je vais vous parler, étape suivante, d'un autre élément qui n'est pas toujours pris en compte dans le marketing social traditionnel et qui a été modélisé à Stanford, qui s'appelle le Collective Impact. Alors il y a relativement peu de publications sur le Collective Impact, pourtant c'est quelque chose qui a structuré pas mal de nos campagnes ou de campagnes dont on sait qu'elles ont fonctionné. On ne l'appelle pas forcément comme ça, parce qu'en réalité, beaucoup de gens font ça sans l'appeler de cette manière-là. Beaucoup de chercheurs et de personnes qui font des interventions en marketing social mobilisent cet esprit du collective impact qui consiste à mobiliser durablement les relais et à faire de l'empowerment. Et je vais préciser cette notion, hein, c'est de les amener à être en capacité d'être des relais utiles pour toucher la cible. On a parlé de la cible avec Philippe, pour changer les comportements. Donc, ce modèle de Stanford, eh bien, il y a pas mal quand même d'articles, mais pas de publications à proprement parler, en tout cas à ma connaissance. Et je ne suis pas chercheuse, donc il y en a peut-être d'ailleurs qui existent depuis la dernière fois que j'ai regardé. Mais c'est vraiment l'idée de décloisonner et de trouver une manière de mobiliser autour d'un sujet de manière transversale différents acteurs. Donc, on a vu un peu en fait sur le cas Bouge avec moi, avec l'idée de mobiliser bon, pas seulement les cibles elles-mêmes, les amis proches, la famille, mais en réalité dans les Hauts-de-France, il y a tout un réseau qui s'est mis en place avec les centres sociaux, parfois aussi certaines municipalités, etc., pour amener et stimuler les femmes et leur proposer des solutions pour faire de l'activité physique et voire sportive gratuite aussi, puisqu'il y a aussi une notion de coût qui était importante. Et puis sur SAM, ça a été de mobiliser par exemple également dans les boîtes de nuit, les responsables de boîtes de nuit qui offraient des consommations sans alcool gratuites par exemple, mobiliser aussi des relais qui peuvent être des influenceurs pour la cible qu'on cherche à toucher. Donc, le modèle de Stanford préconise aussi une structure organisationnelle. L'idée, c'est que les campagnes ne se développent pas juste sui generis avec une organisation de l'ensemble des acteurs, mais qu'il puisse y avoir une structure professionnelle, organisationnelle, en anglais ils appellent ça la backbone structure, et que cette structure donc permette d'organiser de façon concertée, de façon synergique, la mobilisation de l'ensemble des acteurs au sein d'une communauté pour avoir un impact collectif. Le troisième point essentiel de ce modèle, et qui nous semble très important, on a déjà utilisé ces mots à la fois dans la présentation de Patricia et de celle de Philippe, et je crois qu'on va beaucoup y revenir avec celle de Joël, la co-construction, puisque
un moyen extrêmement puissant de bien comprendre ce qui peut fonctionner auprès des cibles que l'on cherche à atteindre et également de mobiliser les acteurs autour, qui sont des acteurs qui interagissent avec ce groupe de personnes cibles qu'on souhaite toucher, c'est de co-construire avec eux. Ils sont aussi ils ont une certaine forme d'expertise, ils connaissent leur contexte local. Et le contexte, quand on parlait des légumes tout à l'heure, le contexte dans les Hauts-de-France, il est différent de celui de Marseille. Et quand j'ai eu l'occasion de travailler à Marseille sur les sujets d'une meilleure qualité, enfin, de meilleures habitudes alimentaires et d'intégrer les légumes, bien Marseille, Nicole Darmon, avec qui j'ai eu la chance de travailler, m'a dit, mais ici, on mange des légumes. On n'a pas tellement ce problème. Dans les Hauts-de-France, on mange beaucoup de frites à Marseille. Alors, on les fait frire, on mange aussi plein d'autres choses qui peuvent avoir un impact sur le surpoids et l'obésité, mais on n'a pas les mêmes problématiques en fonction d'un contexte à la fois environnemental, culturel, qu'on a pu voir aussi tout à l'heure présenté par Philippe, hein, avec cette notion de niche écologique. Donc, co-construire aussi avec les relais, c'est faciliter l'appropriation, c'est faciliter leur envie aussi d'être partie prenante parce que ça devient aussi leur projet. Et ça, c'est vraiment un élément capital, que ce ne soit pas juste des relais, des truchements par lesquels on va vouloir passer, mais avant tout, évidemment, des relais impliqués, qui co-construisent, apporteurs de solutions, qui progressent aussi et qui co-évoluent avec l'organisation. Et donc, ça, c'est le dernier point, de bien organiser aussi dans ces approches on appelle aussi en marketing social souvent communautaire, hein, des interventions communautaires ou de collective impact, donc là, dans ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, organiser le feedback, être capable d'avoir ces remontées terrain, d'être beaucoup moins dans le top-down, mais beaucoup plus dans le bottom-up. On vient rechercher sur le terrain. Alors, tout ça est très souvent exprimé en anglais, hein, d'où ces termes, mais l'organisation du retour d'expérience, organiser le fait de pouvoir réagir lorsque les acteurs de terrain s'aperçoivent que certains outils ne sont pas adaptés ou que certaines façons d'adresser le point ne fonctionnent pas, eh bien, c'est vraiment extrêmement important que la structure organisationnelle permette justement ces remontées d'informations et permette cette coévolution de tous, pas seulement la structure organisationnelle, les relais et bien sûr les cibles. Donc, hop, slide suivante. Donc, un des points très importants dans cette approche, c'est de bien comprendre quels sont les relais, et vous les voyez en haut à droite du schéma, impliqués étroitement dans la co-création et influencés activement. Donc, quels sont, en fonction du niveau d'influence, du niveau d'intérêt, du niveau de pouvoir et d'influence, je dis bien sur le groupe de personnes cibles qu'on cherche à toucher, quels sont ceux qu'on va vouloir impliquer étroitement. Et donc, tout ce schéma aussi, je ne l'ai sans doute pas dit, est extrêmement important parce que faire circuler une information avec un bon insight, éventuellement, peut avoir un impact. Mais on sait que si on arrive à mobiliser des acteurs de proximité, on pourrait y penser d'ailleurs dans le cadre du confinement et du Covid, ce qui n'a pas du tout ou très très peu été fait, eh bien, on va être beaucoup plus dans une interaction finalement plus émotionnelle, plus engageante avec les groupes de cibles qu'on veut toucher. Et c'est ce qu'on va vraiment chercher à faire avec ce modèle de collective impact. Alors certains acteurs, on le voit, hein, ils ont un niveau d'intérêt important, éventuellement d'influence un peu moindre, et on sait que peut-être il est moins légitime de chercher à les mobiliser parce que ça sera beaucoup d'énergie, mais on va quand même les informer, on va parce que s'ils ne sont pas informés, ils peuvent devenir aussi des détracteurs d'une approche ou d'une campagne. Et puis éventuellement, ils peuvent faire remonter également des informations. On va avoir aussi ceux dont on va essayer on va les convaincre, les garder informés. Ils ont un niveau de pouvoir, un niveau d'influence important, mais éventuellement, ils ne sont pas prêts à s'impliquer sur le terrain. Je vais prendre un exemple concret dans une minute. Et puis, il y a ceux à qui on va demander un minimum, donc pas d'engagement, un minimum d'effort. Mais ce qui est extrêmement, ce qui est capital dans ce type d'approche, c'est qu'on ait une information globale de tous ceux qui sont des parties prenantes. En RSE, on connaît ça très très bien. On va aller rechercher l'ensemble des parties prenantes autour d'un sujet. Et bien là, autour d'un changement de comportement, on va chercher à identifier l'ensemble des parties prenantes à différents niveaux. D'ailleurs, hein, le niveau macro, le niveau méso ou le niveau micro, donc aux différentes strates, comme on a pu les voir dans les cercles, je vais revenir dans une minute, pour que justement on puisse travailler étroitement avec les relais pertinents, les faire monter en compétences,
Eux aussi, Patricia en a parlé, le sentiment d'auto-efficacité, le fait qu'ils se sentent utiles, va vraiment permettre d'entretenir leur motivation et la qualité d'interaction qu'ils auront avec les publics cibles qu'on cherche à toucher. Et puis, on l'a vu, on va chercher à vraiment les rendre auteurs, acteurs, et qu'ils puissent se sentir en confiance pour intervenir sur le sujet. Alors, pour illustrer tout ça, je vais prendre un cas dans lequel nous sommes impliqués depuis très longtemps au sein de la Link Up et moi-même à titre personnel pour l'association Vivons en Forme. Donc, c'est une association qui s'appelle le FLVS, dont le siège est dans le nord de la France. Et le programme Vivons en Forme était assez connu dans un premier temps sous le nom d'EPOD dans les années 2004-2010, a changé de nom en 2011 et toujours avec cette association qui met en place toutes ces pratiques très, très innovantes pour mieux prévenir l'obésité chez l'enfant et maintenant également favoriser la forme de tous, puisque le programme, justement, pour venir porter un message positif et pas juste être un peu stigmatisant pour les enfants qui étaient en surpoids ou obèses, puisque le meilleur moyen d'éviter le surpoids et l'obésité, de favoriser la prévention des maladies, et Patricia en a parlé un peu en introduction, on sait qu'on a un lien fort entre obésité et les dimensions plus graves, ou en tout cas les cas plus graves du Covid. Ce n'est pas le cas de tous, mais les statistiques aujourd'hui montrent que c'est environ 40% des patients qui sont en réanimation seraient en surpoids ou obèses. Donc, on sait que c'est un sujet, et la prévention est un sujet, et notamment la prévention autour de la forme et des habitudes de vie, des modes de vie, donc traité depuis longtemps par Vivons en Forme, malheureusement un peu délaissé au niveau national, à part au travers de l'étiquetage du PNNS, etc. Peut-être sur le plan comportemental, on n'a sans doute pas toujours les moyens de pouvoir atteindre les objectifs qu'il faudrait qu'on puisse se fixer. En tout cas, si on regarde aujourd'hui cette problématique du surpoids et de l'obésité, ce qui est important de noter pour justement bien cibler les personnes qu'on veut toucher, c'est que ce n'est pas une problématique de riches. Si on vit à Paris, dans le 6e arrondissement, si on vit à Bordeaux, au centre-ville, et en plus dans l'Ouest, il y a beaucoup moins de surpoids ou d'obésité sur toute la façade atlantique, eh bien, on ne va pas avoir le même sentiment que si on va dans certaines villes, à Saint-Denis, dans certaines villes du Nord, dans certaines villes de l'Est, dans certaines villes du Sud. Et puis, si on regarde les statistiques, là peut-être encore plus scientifiques, on sait qu'en CM2, au global, on a 18% des enfants en surpoids et 4% parmi ceux-ci donc, qui seraient obèses. Ce sont les chiffres du ministère, donc de l'adresse. En revanche, si on regarde en fonction des catégories socio-professionnelles, eh bien, on voit que l'obésité, là je ne parle pas du surpoids, donc vraiment l'obésité médicalement définie sur les courbes de croissance des enfants, elle est 4 fois plus présente chez les enfants d'ouvriers que chez les cadres. Et on voit même, selon les dernières statistiques, apparaître une forme de maigreur chez les enfants des familles plus favorisées, puisqu'on a un contrôle du poids qui est très important, du sucre, de la consommation chez les enfants de familles. J'ai un problème. Quelqu'un a mis un partage sur la présentation. Visiblement, je crois que j'ai un problème de partage. J'essaye de revenir. J'espère que… Voilà. Pardon, excusez-moi. J'ai cru voir un problème sur mon écran. En tout cas, il y avait un problème. Donc voilà, plus d'enfants obèses chez les ouvriers. Et puis, chose assez étonnante, on voit aussi que c'est le cas chez les enfants des agriculteurs, plus chez les enfants d'agriculteurs. Or, ils vivent à la campagne, on pourrait se dire, et puis ils mangent bien, puisque chez les agriculteurs, éventuellement, on va avoir plus d'accès aux fruits et légumes, etc. Eh bien, ils sont beaucoup plus sédentaires, parce qu'à la campagne, et on l'a vu avec les problématiques, entre autres, des gilets jaunes, les gens ne peuvent se déplacer qu'en voiture, et les enfants ont tendance à développer ces dernières années plus de surpoids et d'obésité chez les enfants d'agriculteurs que chez les cadres. Alors, comment répondre à tout ça? Le programme Vivre en Forme, et dernier point, tout le monde le sait, tout le monde sait que manger des fruits et légumes, c'est bon pour la santé. On sait que la notoriété, y compris chez les enfants, d'ouvriers, de cadres, de tout le monde et d'agriculteurs, tout le monde connaît et est capable de répéter 5 fruits et légumes par jour, mais ça ne veut pas dire qu'on le fait pour autant.
Alors, je vais aller un peu plus vite. Patricia me l'a signalé à juste titre. L'approche socio-écologique, on en a parlé, donc c'est de prendre en compte l'ensemble des éléments et de bien comprendre à qui on s'adresse. Et en collective impact, puisque moi je veux faire vraiment un focus là-dessus, on va travailler sur cette organisation centrale. Et le programme Vivons en Forme s'appuie sur un chef de projet local recruté au sein de la structure municipale et au sein des villes, et va mobiliser toutes les acteurs, va informer tous les acteurs, on l'a vu, mais mobiliser un certain nombre d'acteurs qui vont générer une interaction plus proche avec les enfants et leurs familles. Et ces acteurs, on va organiser leur empowerment, on va organiser leur capacité à être autonome pour relayer un certain nombre de thématiques. On va écouter les remontées terrain, on va mettre en place de l'évaluation, et grâce à tous ces éléments-là, on va pouvoir aussi travailler sur l'optimisation du modèle et en mobilisant donc le plus possible de relais locaux, donc pour cet effet démultiplicateur que l'on cherche autour du collectif impact. Donc, si je prends l'exemple des portions, alors pourquoi les portions? Parce que on change plus difficilement toutes les habitudes de vie d'une famille, mais on sait par ailleurs que les portions consommées sont plus importantes souvent dans les familles plus défavorisées ou plus modestes ou moins éduquées. Alors pourquoi elles seraient plus importantes? Parce qu'on a un contrôle moins important sur l'alimentation, qui reste aussi une façon de gâter ses enfants, et on n'a pas envie, lorsqu'ils ont envie de reprendre un plat, des boissons, des sucreries, mais aussi des produits qui sont complètement en cœur de repas, hein, et avec des familles souvent qui n'ont que des repas à 2 composantes. Donc un plat, un dessert, eh bien on va avoir souvent des portions, un moindre contrôle sur les portions, et donc des portions consommées plus importantes chez ces enfants, qui pourraient être parmi les différents éléments, hein, ce sont des éléments plurifactoriels, avoir un impact donc sur le statut pondéral des enfants et leurs habitudes alimentaires. Voilà, donc un travail de co-construction. Qui sont les acteurs autour des portions? Par exemple, la restauration scolaire. Tous les acteurs du périscolaire sont très mobilisés dans le cadre de Vivons en Forme. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais pourquoi c'est intéressant de travailler avec ceux qui, par exemple, servent les repas dans le cadre scolaire ou avec les acteurs du périscolaire? Parce qu'ils interagissent avec les enfants dans le quotidien, ils interagissent aussi pour les acteurs du périscolaire avec les parents, et évidemment on mobilise aussi autour de ces sujets éventuellement les centres sociaux et d'autres acteurs locaux. Donc cette mobilisation multi-acteurs dans le cadre de VIF, eh bien il y a des propositions qui sont faites, et c'est ce que vous voyez sur la gauche de l'écran en question d'acteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer aux acteurs de faire? C'est des formations qui sont proposées par l'association, donc ce n'est pas que des leaflets et des documents, c'est beaucoup de mobilisation sur le terrain des acteurs de l'association et des équipes de l'association qui viennent former 100, 150 responsables, enfin, animateurs du périscolaire, encadrant de la restauration collective, avec aussi des éléments qui permettent de bien visualiser, par exemple, quelle est la portion servie. Il faut savoir que les personnes qui servent les repas en maternelle, par exemple, ou en élémentaire, lorsque le repas est servi à table, ou même lorsqu'il est servi en self-service, n'ont pas forcément de notion des bonnes portions à servir. Donc, typiquement, hein, concrètement, on a un exemple là. Un autre exemple sur cette proximité, donc des éléments qui sont ensuite transmis aux parents, ou des ateliers qui sont proposés aux parents. Et là, un exemple de nudge, hein, on a dit qu'on allait parler de nudge. Typiquement, aux enfants, on va leur apprendre, c'est un exemple que Patricia aime beaucoup, leur apprendre à se repérer, et notamment pour dire, eh bien, voilà, les bonbons, c'est pas interdit, mais quand on mange des bonbons, eh bien, c'est ce qu'on met dans une poignée de main d'enfant. Le chocolat, ce qu'on va rentrer dans la poignée de main de l'enfant, on va essayer pas trop qu'il referme sur le chocolat, parce que ça va fondre, mais sur les bonbons et sur les chips, c'est éventuellement la poignée de main ouverte. Donc, c'est typiquement un nudge pour avoir un élément, un ancrage qui va permettre à l'enfant de se faire sien, non pas l'idée de l'interdit. Si on lui interdit, il va de toute façon manger des bonbons, et on le voit très bien. Et dernièrement, les équipes de Vivons en Forme ont pu constater sur le terrain que les enfants, beaucoup dans les familles défavorisées, ne prennent
pas leur petit déjeuner et vont avoir tendance à venir avec des bars, des chips, etc. dans les poches. Donc, vraiment important aussi de ne pas se dire ces produits-là ne sont pas recommandés, on ne va pas en parler. Si, il faut en parler. Et puis aussi rentrer, si on vient sur l'Insight, et j'ai presque terminé, si on veut rentrer sur l'Insight, eh bien les parents ne se disent pas mon enfant mange trop, ça c'est ce que va se dire éventuellement une personne en milieu favorisé, plus favorisé. Souvent, dans les milieux défavorisés, on a pu voir en allant faire ce travail d'enquête sur le terrain, mon enfant mange-t-il bien, trop ou pas assez? Parce que très souvent, l'insight, c'est que les parents ont le sentiment qu'ils ne donnent pas assez à manger à leur enfant parce que justement, ils sont en situation plus précaire sur le plan économique. Donc, on a une évaluation qui a été menée dans 4 villes et 4 ans d'études sur une cohorte de 827 enfants qui est en cours de, là elle est vraiment en cours d'être reviewée par un journal international. Donc on espère qu'elle va être publiée dans les 2-3 mois à venir. Et ce travail a consisté à mesurer justement l'impact et le ratio du personnel formé et le nombre de personnes, d'enfants touchés par ces personnels formés pour voir si réellement ces formations sur des tas de thématiques que propose annuellement l'équipe du programme Vivons en Forme, si justement ce ratio est significatif et permet d'avoir un impact, et notamment sur des enfants qui sont scolarisés en zone défavorisée, puisque 60% de l'échantillon est en zone défavorisée. Et pour terminer, donc un petit film, là aussi, qui résume en 1 minute, si j'arrive à le faire fonctionner, le programme Vivons en Forme et la façon dont il fonctionne. Voilà pour le programme Vivons en Forme. Eh bien, je vais donner la parole à Joël Bastelic, donc docteur Joël Bastelic, qui est donc professeur à l'HESO du Valais et qui va nous parler de l'énergie Living Lab. Donc, Joël, es-tu là? Oui, je suis là. Merci de l'invitation, Sandrine. Je te laisse la parole et je lance les slides comme tu m'indiques. Volontiers. Tu peux passer au sommaire. Donc, je remercie déjà beaucoup Sandrine et Patricia pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On s'est rencontrés dans cette communauté du marketing social. J'ai un background en marketing, mais je travaille maintenant comme académique dans la recherche appliquée. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'encourager les citoyens, mais aussi les entreprises, à passer à une transition énergétique en Suisse. Donc, je vais vous parler de Living Lab. Qu'est-ce qu'un Living Lab? Et on va parler ensuite des parties prenantes qui ont déjà été un petit peu abordées, des barrières à l'action et puis du co-design qui a été un petit peu expliqué par Sandrine et la communication. Donc, voilà, tout d'abord, j'aimerais bien vous poser la question, vous êtes un petit peu nombreux pour répondre. Qu'est-ce qui freine la transition énergétique aujourd'hui? On peut penser que c'est les technologies, en tout cas on met beaucoup d'argent pour les technologies et pour transiter vers un monde plus durable dans le domaine de l'énergie.
en fait, ce n'est pas les technologies, c'est plutôt un problème sociétal. Donc, tu peux passer. Effectivement, on est dans une problématique où on a connaissance du problème et on l'a vu avant dans les présentations. On sait qu'on a un problème au niveau énergétique, on consomme trop, on ne consomme pas avec les bonnes technologies, on doit sortir du fossile, mais la norme sociale actuellement n'est pas favorable. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on consomme trop d'énergie fossile et puis la moyenne n'est pas bonne. Ça veut dire que si on met en avant la norme sociale, on va se retrouver dans un environnement où on va se dire, mon voisin, lui aussi, utilise sa voiture thermique, donc c'est pas si grave. Et ce qu'on essaye de faire donc, dans ces Living Labs, c'est de changer cette norme sociale, d'essayer de la faire évoluer pour faire cette transition. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Au travers des Living Labs. Moi, je viens du domaine du marketing et de la grande consommation en multinationale, et cette notion de Living Lab a été introduite il y a une dizaine d'années, notamment par le réseau européen des Living Labs, et j'ai évolué dans ce domaine de l'innovation ouverte il y a une dizaine d'années quand je suis rentrée dans l'académique. Et donc, un Living Lab, j'ai proposé une nouvelle définition parce qu'il y en a beaucoup. C'est un intermédiaire d'innovation. Donc, c'est quelqu'un qui va aider à transiter. Il orchestre un écosystème d'acteurs dans une région spécifique. On l'a vu finalement qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent être impliqués pour résoudre ces problèmes complexes, comme la santé publique, comme l'environnement. Et donc, on a besoin d'orchestrateurs. Et ces Living Labs, ils jouent ce rôle-là. Pourquoi dans une région spécifique? Parce que, comme l'a mentionné Sandrine, qu'on soit au nord de la France, au sud de la France ou en Suisse, les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, en Suisse, on a 40% d'énergie nucléaire et on a décidé, à l'horizon 2030, de sortir du nucléaire et donc de trouver des solutions énergétiques renouvelables et non fossiles. Et c'est un challenge qui est vraiment très important, qui est différent de la situation en France, par exemple. Donc, l'objectif des Living Labs, c'est de co-concevoir des produits et des services de manière itérative avec les parties prenantes. Donc, ce qu'on veut, c'est ne pas développer pour les cibles, mais avec les cibles. Et l'un des résultats, c'est le processus de co-design, c'est la co-création de valeur. On l'a abordé aussi, ce qu'on veut, c'est évoluer vers une société plus durable, plus écologique, plus sociale. Donc, il faut quelques ingrédients clés. D'abord, un écosystème d'acteurs. Donc, dans ces laboratoires, on combine, dans un partenariat, les autorités publiques, les entreprises, les académiques et les citoyens. S'il n'y a pas ces 4 types d'acteurs qui sont impliqués, ce n'est pas un Living Lab, selon ma définition en tout cas. On développe des solutions avec les acteurs et non pas pour les acteurs, et l'objectif, c'est un bien-être de la société dans son ensemble. Et la recherche, elle ne se situe pas dans un laboratoire, mais sur le terrain, dans le lieu de vie, dans le lieu d'action, dans la mobilité. Tu peux passer. Donc, on a développé un processus au sein de mon institut où on se base finalement sur le design thinking et aussi sur le marketing social, où l'idée, c'est de partir d'une pratique. Alors, c'est un petit peu différent que du marketing social où on part d'un comportement. La pratique tient compte de tout l'environnement technologique qu'il y a autour, des normes sociales. Et donc, on va travailler sur le cadre également et pas que sur le comportement. On essaye de faire évoluer dans un système socio-technique toutes les dimensions qui vont nous aider à transiter. On va intégrer les différentes parties prenantes clés. Et là, vous avez déjà vu le modèle. Découvrir les barrières, co-développer un plan d'action, le mettre en application et évaluer la performance. Voilà. Donc, vous l'avez déjà vu un petit peu par Sandrine, cette matrice pouvoir-intérêt, elle permet d'analyser les différents types de parties prenantes et l'important, c'est vraiment d'impliquer les acteurs au début du processus, vraiment dans les phases de design du début. Donc, ça vient s'étirer d'un article qui, voilà, un article qui est assez vieux, hein, de 2003. Que faire quand les parties prenantes comptent? Donc, on l'a vu dans la RSE, c'est très important de tenir compte des parties prenantes, mais dans la RSE, on va faire une analyse, on ne va pas forcément les impliquer de manière active dans le développement d'intervention. Voilà. On utilise cette matrice, donc la matrice pouvoir-intérêt, et les deux objectifs de ces Living Labs, d'une part, c'est d'engager ceux qui ont le pouvoir et qui n'ont pas l'intérêt, et de donner le pouvoir à ceux
qui ne l'ont pas, mais qui sont très intéressés finalement par le projet qu'on est en train de développer. Donc, c'est de les rendre des acteurs de la transition. Pas simplement de les analyser, pas de les faire évoluer, mais de co-évoluer avec eux en ayant ces deux mouvements. Si on n'arrive pas à engager ceux qui ont le pouvoir, il ne va pas y avoir de changement finalement. Et si on n'arrive pas à donner le pouvoir à ceux qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont des idées, on ne va pas évoluer non plus. Donc, c'est ces deux mouvements qu'on essaye de faire. Donc, les barrières à l'action sur le centre, hein, vous l'avez entendu, qu'est-ce qui bloque finalement ces transitions? C'est vraiment important de se pencher là-dessus. On essaye beaucoup d'enlever les barrières à la transition. Ce qu'on essaye de faire, c'est, voilà, par exemple, si un jeune il n'a pas envie de se sentir exclu d'un groupe, on va développer un programme, comme on l'a vu avant, finalement, qui va lui donner une image positive avec cette promotion SAM. Ce qu'on peut essayer aussi, c'est de mettre des barrières au comportement néfaste. C'est-à-dire de développer, d'inventer des nouvelles barrières à ce qu'on essaye d'éviter, justement. Donc, les barrières, si on passe à la suivante, on peut finalement en trouver avec le modèle Pestel dans différentes catégories, et il s'agit d'être inventif finalement pour essayer de comprendre là où il y a les barrières principales, et je vais vous montrer un exemple avec un des projets qu'on a mené. Voilà, tu peux passer à la suivante. Donc, on voit qu'il y a différentes barrières, elles peuvent être politiques, légales, écologiques. Dans la transition énergétique, on a une espèce de combinaison de toutes ces différentes barrières, puisque politiquement, on doit évoluer. Il y a certains partis qui sont plus prêts à évoluer que d'autres. D'un point de vue légal, toutes les lois doivent changer en faveur des énergies renouvelables, par exemple, ce qui est compliqué, parce qu'on voit que, par exemple, l'utilisation des différents câbles pour transmettre l'énergie vers un foyer ont certaines couleurs, on ne pourra pas les utiliser dans le cadre des actions, parce que ça a été défini par la loi que les câbles doivent être de certaines couleurs. Donc, si tout d'un coup, on veut développer un projet d'énergie locale où on consomme sa propre énergie, la couleur des câbles est définie dans la loi et on se retrouve avec des problématiques qu'on n'avait pas envisagées. Je vais vous montrer un exemple avec le chauffage à distance. Donc, le chauffage à distance, c'est l'idée d'utiliser une énergie et de la valoriser, comme par exemple l'énergie quand on brûle des déchets. Là, à l'occurrence, c'était dans une usine d'incinération des ordures. Et puis, pour chauffer des logements, pour chauffer des bâtiments. La barrière qu'on s'était imaginée, finalement, c'était... oui, tu vas un peu vite. On s'était imaginé que finalement, il y aurait des barrières vis-à-vis de la cible. Donc, celui qui doit installer le chauffage chez lui, qu'il ne va pas vouloir, qui va se poser des questions sur la technologie, est-ce que c'est fiable, qui va réfléchir à comment est-ce que ça va être mis en place, est-ce que je vais toujours avoir mon énergie. Finalement, on a fait des entretiens avec les cibles et on s'est rendu compte qu'elles étaient tout à fait prêtes à évoluer, à adopter cette nouvelle technologie. Et la barrière, elle se trouvait au service de l'environnement, finalement, qui depuis des années, une dizaine d'années, encourageait les personnes à passer du mazout au gaz et qui devait développer tout un nouvel argumentaire pour passer vers cette nouvelle technologie de chauffage à distance et qui n'était pas prêt, qui n'avait pas été formé finalement et qui décourageait finalement les habitants à installer cette nouvelle technologie. Donc, en analysant bien les acteurs, on peut se rendre compte que les barrières, elles ne sont pas toujours là où on croit. Donc, ce que je vous encourage à faire dans vos différents projets, c'est de prendre les barrières que vous avez a priori comme des hypothèses à tester et puis d'aller ensuite les vérifier sur le terrain avec les acteurs. Donc, qu'est-ce que le co-design finalement? C'est un cas spécifique de co-création et où on implique des acteurs qui ne sont pas formés au design et qui travaillent ensemble au processus de développement d'un produit, d'un service, d'une intervention. Donc, ce n'est pas seulement dans les phases amont, c'est jusqu'à la commercialisation du produit. Là aussi, je vais vous donner un exemple. Donc, là, vous avez l'article fondateur sur le co-design finalement. Et je vais vous donner un exemple qu'on a développé dans un des quartiers durables où on travaille. C'est très difficile de parler d'énergie avec les habitants parce que finalement, ils ne sont pas formés à l'énergie, ils n'ont pas forcément le vocabulaire pour en parler, ils ont l'impression, et on a vu avant que c'était très important, leur pouvoir perçu était assez limité. Donc, on a développé un petit jeu avec des personas. On pouvait incarner, par exemple, un ingénieur dans le quartier, l'architecte qui a construit le quartier, un spécialiste en efficacité énergétique ou un habitant du quartier.
On a développé un autre type de carte qui est les cartes d'action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, jouer avec les habitants pour développer des nouvelles mesures pour économiser l'énergie, développer un concours pour les récompenser, les informer d'une autre manière. Et le troisième type de carte, c'était sur les usages. Donc, on travaille sur les pratiques sociales, donc la lessive, l'éclairage, la température. En combinant ces différents types de cartes, les habitants qui n'ont pas du tout de connaissances dans l'énergie peuvent finalement développer un plan d'efficacité énergétique aux côtés des spécialistes, aux côtés des développeurs de produits, pour être capable finalement de diminuer la consommation d'énergie du quartier. Donc c'est vraiment un exemple de comment co-développer avec les habitants et pas pour les habitants. Donc là, vous voyez un exemple d'un résumé d'un persona qu'on a fait à partir d'entretiens qualitatifs avec les habitants du quartier, de nouveau pour comprendre l'insight, donc une réalité fondamentale importante qui permet de faire transiter ces habitants. Et puis aussi, ces personas permettent de se mettre dans les chaussures d'une autre personne. C'est aussi moins culpabilisant de parler d'une autre personne et de son vécu quand on joue le jeu plutôt que de parler de sa propre personne et de ses biais personnels. Dans un village de montagne, on a aussi impliqué les enfants. Et les enfants sont une force de mobilisation vraiment très importante. Ils impliquent aussi les parents. On ne les a pas impliqués pour les former, pour les informer. Non, on leur a demandé d'être acteurs de la transition de leur village, en partenariat avec nos étudiants, ingénieurs et économistes, de manière à pouvoir développer des actions pour le renouvelable dans leur village. Et on a tout de suite compris où étaient les barrières à la transition. Par exemple, on ne veut pas d'éoliennes sur nos montagnes, ça va défigurer le paysage. Par contre, on a développé tout un projet d'achat groupé de panneaux solaires pour le village et pour les habitants et pour la commune, qui s'est transformé finalement en un programme régional d'achat groupé de panneaux solaires en utilisant aussi le numérique pour pouvoir diffuser cette nouvelle manière de faire une appel d'offres public-privé. Vous avez aussi une petite vidéo que vous pourrez revoir sur Facebook, mais je ne vais pas la passer maintenant. Donc on voit que les enfants sont vraiment des acteurs du changement et peuvent nous aider à transiter. Finalement, c'est leur monde, le monde qu'on va leur laisser, mais ils ont aussi leur mot à dire en tant qu'acteurs de cette transition. Ensuite, je vais vous proposer quelques lectures. Alors, ce ne sont pas des lectures sur les Living Labs, c'est des lectures que je lis actuellement. Collaborating for our future, c'est comment est-ce qu'on met ensemble ces parties prenantes pour développer des partenariats et résoudre des problèmes complexes. Et l'autre, c'est Universal Method of Design, je trouve très intéressant, un espèce de listing des différentes méthodes de design et comment est-ce qu'on l'utilise, dans quel domaine. Et en tant que spécialiste de marketing, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que le design s'est approprié nos méthodes marketing pour pouvoir faire du co-développement avec des utilisateurs. Voilà, je suis volontiers à votre disposition pour plus de questions. J'aurai plaisir à répondre à vos questions. Merci Joël d'avoir partagé ces projets avec nous et en effet l'énergie Living Lab est formidable mais le projet avec les enfants est tout à fait passionnant, donc on mettra le lien de ta présentation pour pouvoir aller sur cette vidéo parce que c'est un projet vraiment étonnant qui a été efficace et je crois qui a étonné beaucoup de monde aussi en Suisse. Alors est-ce qu'il y a des questions donc par écrit si vous le voulez bien pour qu'on puisse répondre à vos questions, aussi bien les questions à Joël ou à chacun des intervenants. En tout cas, Joël, Patricia t'a envoyé un message en te disant qu'elle trouvait ton outil de poker design extrêmement intéressant. Et en effet, nous nous sommes rencontrés à la conférence européenne de marketing social avec Joël. Et on a pu voir qu'on avait des recoupements dans nos approches et ça a été pour ma part extrêmement motivant pour aller plus loin et poursuivre le fait de mettre en place des Living Labs dans de nombreux domaines et avec beaucoup d'intérêt. Alors merci, et par rapport au poker design, il faut rendre à César ce qui est à César, ça vient de la Cité du Design
qu'il a développé dans un autre contexte et que je l'ai transformé pour l'utiliser dans le monde de l'énergie. Il faut savoir, et je pense que ça c'est important, d'aller aussi reprendre ces éléments qui existent parfois dans d'autres domaines ou qui ont été créés par des équipes. Hein. C'est toute l'idée de la recherche préalable qui est importante dans les étapes clés du marketing social, pour bien comprendre la cible, mais aussi aller s'inspirer des modèles existants et de choses qui ont pu être utilisées dans des univers un peu proches, mais qui permettent d'enrichir les projets. Oui, je voulais juste intervenir parce qu'il y a une question très intéressante, je trouve, qu'il faudrait au moins pouvoir traiter dans les quelques secondes qui nous restent, qui demandait si c'est envisageable de dupliquer l'Energy Living Lab ailleurs qu'en Europe. Et pour ma part, je trouve que ça serait super intéressant, mais je laisse Joël répondre. Oui, alors c'est le projet de recherche sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Ça s'appelle les franchises sociales. Et l'idée, c'est de répliquer l'Energy Living Lab au travers de franchises, mais qui ont d'abord un but environnemental et puis ensuite, bien sûr, économique, parce qu'il faut que ce soit viable. Donc, on le fait maintenant à Genève, Lausanne et une autre région de Suisse romande. Et puis, on a déposé un projet pour pouvoir le faire au niveau suisse. Et dans le cadre du réseau européen dont je fais partie, donc ENOL, il y a aussi un intérêt à répliquer cette initiative. Il faut savoir qu'en tant qu'académique, ça se fait par à-coup et j'apprécie beaucoup le travail de Sandrine et de Patricia avec Vivons en forme parce que finalement, on arrive à avoir un uplift qui est vraiment très important et très intéressant. Nous, en tant qu'académique, on a de la peine à avoir ce type d'uplift. Je ne dois pas vous cacher que je n'ai pas les mêmes budgets marketing en tant qu'académique, en tant que trade marketing manager ou product manager comme j'avais dans le passé. Donc, effectivement, c'est quelque chose auquel on réfléchit et je reste volontiers à disposition. Alors, il y a une autre question un peu technique, donc moi je ne suis pas capable d'y répondre, mais peut-être Joël ou Patricia. De la part de Marina, un modèle assez récemment comme B de Michi est de plus en plus utilisé en marketing social. Qu'en pensez-vous par rapport au modèle socio-écologique? Moi, je veux bien répondre. Voilà. Je pense que le modèle comme B est super intéressant et je ne crois pas que dans l'esprit de Cézanne Michi et ses collaborateurs, il y ait un antagonisme entre le modèle socio-écologique et le modèle comme B. Alors, pour éviter le débat entre spécialistes, le modèle socio-écologique, c'est ce que Philippe vous a présenté, c'est-à-dire cette idée que on a des cercles. Alors le cercle, le premier cercle, c'est l'individu, le cercle micro, c'est l'individu dans son entourage proche, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle le méso, c'est-à-dire un peu ce que les anglo-saxons appellent community, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'endroit, ben voilà, merci. Et puis bien sûr aussi toute la société, hein, c'est-à-dire que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, par exemple, c'est au niveau des facteurs législatifs, mais ça a pesé sur la consommation de tabac. Donc ça, c'est un modèle général qui a été proposé dans les années 70 par quelqu'un qui s'appelle Bronfenbrenner, qui a été utilisé dans plein de disciplines, hein, pas seulement le marketing social. Et c'est un modèle qui pose le problème. Alors pourquoi on l'a utilisé en marketing social? Parce qu'au départ, dans les années 70, le marketing social, c'était vraiment un dialogue à deux, quoi. Il n'y avait que les individus. Et donc, grâce à ce modèle, on a été capable de penser l'action sociale en termes de encastrement de l'individu dans des systèmes plus généraux. Et d'ailleurs, ça va tout à fait avec ce que fait Joël dans ses Living Labs. Alors après, le modèle comme B, c'est un modèle qui, B, c'est pour behavior, donc le comportement, et il dit que le comportement, pour le faire évoluer, ça va être une fonction de, alors je le dis de mémoire, hein, mais c'est communication, O, c'est opportunity ou objectif, ou je ne sais plus, et M, c'est motivation. Voilà. Donc, c'est un modèle beaucoup plus pragmatique, parce que c'est un modèle qui dit, bon, bah, quand on veut faire changer les comportements, il faut jouer à la fois, non, c'est pas communication, c'est capacité. Sur les capacités de l'individu, sur les opportunités et sur la motivation. Et par exemple, si on prend Bouge avec moi,
évidemment, pour changer les comportements, on va essayer d'améliorer le sentiment de capacité des gens. Ouais, je peux y arriver. Hein. Des opportunités, ben, avec une copine, j'ai quand même plus, c'est plus simple de bouger. Et puis la motivation, ce qu'on va renforcer. Donc, les deux me paraissent vraiment plutôt aller dans la même lignée. Alors, parfois, il y a quelqu'un comme ça qui trouve le modèle qui va bien, comme B, tout le monde, c'est facile de s'en souvenir, et donc il commence à être très utilisé, et c'est vrai que c'est un modèle qui rend service. Oui. Voilà, deux autres questions. Alors, une première, je vais répondre, mais peut-être vous aurez des éclairages de la part de, je crois que c'est Annie Carton-Caron qui dit, mais combien de temps pour mettre en place, mettre en lien ces différents acteurs, plusieurs années? C'est vrai que si on prend en tout cas le programme Vivons en forme, et je laisserai ensuite peut-être Joël témoigner, c'est évidemment de changer les modes de vie, les pratiques alimentaires, l'activité physique, améliorer le sommeil chez les enfants, travailler sur tout un tas d'éléments qui vont et accompagner aussi toute la petite enfance et mobiliser tous les acteurs qui interagissent avec les parents et les familles au sein d'une ville. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Ce sont des programmes qui déjà, en termes de mobilisation, il faut quasiment une année avant de commencer à mettre en place une première action ou des premières actions, en tout cas 6 mois, puisque les équipes Vivons en forme sont très rodées pour mobiliser, accompagner les villes et les former. Mais c'est une étape essentielle parce que si on va trop vite sur l'action, sans intégrer, sans s'appuyer sur ces acteurs qui vont permettre d'avoir une rémanence de l'intervention, plutôt que d'avoir une exposition à un instant T qui ensuite ne se reproduit pas avec les nouvelles générations d'enfants. Hein, c'est vraiment ça le principe, en tout cas appliqué dans Vivons en forme et dans le collectif Impact, c'est de vraiment être sur des démarches de longue haleine. Donc oui, idéalement, il faut des programmes qui soient au minimum sur 3 à 5 ans. Et la plupart des villes qui sont dans le programme Vivons en forme, on a vu un peu plus de 250 villes, elles sont là, soit rentrées récemment, mais pour un minimum de 5 ans, soit d'autres qui sont déjà impliquées. Pour certaines, et on a vu quelques résultats, depuis plus de 15 ans quasiment, dans ce programme, et avec aujourd'hui une mobilisation transversale au sein de la municipalité de tous les acteurs qui permettent d'avoir une accélération finalement des impacts, parce que plus on va avoir d'acteurs locaux mobilisés et qui vont changer dans leurs pratiques quotidienne, la façon d'interagir avec les familles pour faciliter justement de meilleurs modes de vie, plus on va être efficace. Peut-être un éclairage là-dessus, Joël, pour mobiliser les acteurs? Oui, alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler sur la solution par défaut, parce qu'en fait, je ne travaille pas sur le changement de comportement, mais sur le changement de pratique. Et pour moi, changer l'environnement et le contexte d'usage permet d'avoir des effets pérennes. Donc finalement, oui, ça prend beaucoup de temps au début pour pouvoir impliquer les acteurs, pour construire la confiance, faire attention à ne pas trop augmenter les attentes, parce que quand on augmente les attentes et puis ensuite on ne délivre pas, finalement on détruit plus qu'on construit. Une fois qu'on a réussi à construire la confiance entre les entreprises et les collectivités publiques avec les citoyens, on arrive à avancer. Donc c'est cette phase de construction de confiance qui prend souvent du temps. Ensuite, ce que j'essaye de faire, c'est finalement de changer la solution par défaut. Finalement, si on change son chauffage, c'est une décision qui va être prise pour 10 ans, pour 20 ans. Et on a vu que le moment de l'action et puis l'opportunité est vraiment très important. Donc, en analysant vraiment à quel moment on arrive à transiter, c'est ça qui va permettre ensuite, finalement, d'avoir la solution par défaut qui va être pérenne sur le long terme. C'est un petit peu la différence que je fais par rapport au changement de comportement. Je ne travaille pas que sur le changement de comportement, mais surtout le changement de contexte. Et après, pour répondre à la question sur la généralisation, on est très contextualisé dans ces questions environnementales ou de santé. Et donc, finalement, est-ce qu'on doit à chaque fois redévelopper un Living Lab ? Je dirais que c'est difficile de dérouler simplement l'action d'une région à un niveau national ou international. C'est bien de retester. On n'est pas obligé de refaire toute la démarche de co-design. On prend l'exemple des panneaux solaires. On l'a développé dans un petit village de montagne avec 40 personnes qui ont installé des panneaux solaires sur un toit. Ensuite, on l'a développé au niveau national. On a eu 2000 personnes qui se sont
intéressées et inscrites pour pouvoir avoir une évaluation. Et puis, on se retrouve finalement maintenant à devoir avoir des plateformes qui permettent de gérer des communautés beaucoup plus grandes et qui permettront également l'internationalisation de ce genre de processus. Donc, généralisation, oui, mais sous condition de retester dans le nouvel environnement. Pour le programme Vivons en forme, à chaque fois qu'une thématique est définie par le conseil d'administration et en lien avec les villes et les équipes qui animent le programme, eh bien, les outils qui sont co-designés et développés le sont toujours dans 2 villes pilotes, et ces 2 villes vont être faire l'objet de Living Lab, c'est-à-dire qu'on va déployer l'action dans ces 2 villes avant de la démultiplier et de la proposer aux 250 autres villes. Et donc là, on va pouvoir avoir et évidemment, je le disais tout à l'heure, Lille, Marseille ou Strasbourg et Bordeaux, on n'est pas dans les mêmes problématiques tout à fait, mais malgré tout, on va retrouver un certain nombre d'éléments de mobilisation et de motivation. Et donc, le programme, et depuis uniquement là, quelques années, depuis 2012, on est vraiment dans ce test en conditions réelles, en conditions de vie réelles, qui a vraiment amélioré l'efficacité ensuite du déploiement, parce que au-delà du co-design, de la co-construction et de la participation des parties prenantes pour définir aussi les outils, les actions possibles à mettre en place, ça permet de bien aller jusqu'au bout pour lever les freins et de voir comment mieux motiver les acteurs locaux à s'impliquer. Donc là, dans ce cas, c'est les Living Lab pour la finalisation, la mise au point et le processus de co-design avant le déploiement. En revanche, ce que l'on perd, et que j'ai beaucoup appris des travaux de Joël, c'est le fait que lorsque on est dans du co-design avec les parties prenantes locales, par exemple, quand on veut mobiliser autour d'une communauté, eh bien, il y a une appropriation du projet encore plus forte. Donc, il faut garder cette thématique ou cette dynamique de co-design, puisque ça va favoriser la longévité de l'action et l'efficacité de l'action. Alors, il est 10h30 passé, 10h42, donc on va peut-être s'interrompre. Je regarde s'il y avait des dernières questions. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup de messages d'encouragement. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous. Donc, je me permets un petit coup de pub donc, de signaler le livre dans lequel il y a une interview et plus qu'une interview, puisque Joël a écrit toute une partie sur et nous a apporté son concours sur la partie des Living Lab et parle justement entre autres de l'énergie Lab et du travail avec les enfants. Donc voilà, c'est chez Duno, et Patricia et moi-même parlons à la fois de théorie, plutôt Patricia, et de cas pratiques, plutôt ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Et puis, prochain rendez-vous des inspirations RSE, jeudi prochain. Le nouveau thème, comment parler justement de RSE, comment se raconter en étant à la fois séduisant pour ces parties prenantes, pour les équipes des entreprises, pour ces consommateurs, sans trahir la réalité et les fondamentaux de l'engagement. Donc, comment parler de RSE à ces publics cibles? Donc, ça, c'est jeudi prochain à 9h. L'invitation viendra bientôt. Donc, merci à tous et très bonne journée.